Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Haro sur les gaspillages de l'argent public du député René Dosière à l'inspection des finances, des milliards d'euros d'économies repérées. François Hollande sous la pression des députés socialistes. 75 d'entre eux réclament sans délai le droit de vote des étrangers aux élections locales. Ce n'est pas une priorité, tranche Manuel Valls. Les violences anti-américaines se propagent dans le monde musulman. Gros plan dans ce journal sur les communautés chrétiennes d'Orient au lendemain de la visite du pape au Liban. Avec nous, Adrien Goutéron qui est allé à leur rencontre un peu partout au Moyen-Orient. Avec nous également tout à l'heure Jean-Pierre Denis de la Vie et Georges El Chouefati, chrétien maronite libanais. Également avec nous ce soir, Patrick Le Yarrick, directeur de l'Humanité, qui a placé sa fête ce week-end sous le signe du refus du traité européen, sur lequel d'ailleurs le Premier ministre lui-même s'exprimera devant la presse mercredi. Plus un jour ne passe sans que le pouvoir sorte une nouvelle carte pour réduire les dépenses. Dans le viseur, les retraités riches, les familles aisées ayant des enfants en classe préparatoire et à qui des droits de scolarité pourraient être demandés. L'inspection des finances avance ses propres pistes en dénonçant ce matin, dans un rapport, la gestion dispendieuse d'organismes à l'utilité parfois discutable, ce qu'on appelle les opérateurs de l'État. Sophie Normand. L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ou encore l'énigmatique Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Des organismes parapublics aux missions obscures qui dénotent face aux plus connus Météo France ou bien Pôle emploi. Au total, 1244 agences de l'État recensées par l'Inspection générale des finances. Il y a eu un phénomène que le Sénat avait dénoncé en son temps, qu'on avait appelé l'agencisation, c'est-à-dire la tendance naturelle de beaucoup de ministères à s'appuyer sur des pôles un peu spécialisés pour traiter une question. Et progressivement, c'est une habitude qui a été prise. En 2012, ces organismes créés de façon ponctuelle et sans cohérence d'ensemble ont englouti 50 milliards d'euros. Certains se sont vus octroyer des ressources propres sous forme de taxes spécifiques, plus jamais contrôlées une fois créées par l'État. Près de 450 000 personnes y seraient employées, un effectif qui a augmenté en 5 ans de 6%, et c'est sans compter les salaires, 5% supérieurs à ceux du reste de l'administration, quand la rémunération moyenne des dirigeants, elle, est de 150 000 euros par an. Des chiffres malvenus en pleine réduction du train de vie de l'État. Il faut évaluer les agences. Parfois se poser la question de les supprimer quand elles ne sont plus utiles. Dans tous les cas, leur appliquer un certain nombre de règles si on est audacieux, si avec cette réforme des agences va aussi une réévaluation, une réforme d'un certain nombre de politiques publiques, ça va très au-delà du milliard. 1 milliard d'économies potentielles. Face à ce rapport au vitriol, le gouvernement a annoncé le lancement d'une nouvelle mission sur le sujet. Chasse au gaspillage suite avec l'empêcheur de dépenser sans compter, René Dosière, élu de l'Aisne, qui interpelle ses collègues, députés et sénateurs, sur le devoir d'exemplarité de l'État. Il publie dans un nouveau livre une liste d'économies possibles dans les palais du pouvoir, de l'Élysée jusqu'aux plus petites communes. Aurélien Romano. Les élus doivent montrer l'exemple et mieux communiquer, c'est l'idée phare de René Dosière. L'État, en particulier les responsables publics, doivent réduire leur manière de fonctionner pour que les Français acceptent de supporter et d'accomplir les sacrifices qu'on va leur demander. À l'heure où le gouvernement cherche 30 milliards d'euros, le député pointe aujourd'hui du doigt les collectivités locales. Il dénonce l'enchevêtrement des strates et des compétences entre communes et communautés de communes. 15 milliards d'euros pourraient être économisés dans le bloc communal. Il avance le chiffre, 200% d'augmentation d'effectifs dans les communautés de communes de 1998 à 2008. Dans le même temps, 55% d'effectifs en plus dans les communes, alors que ces communes ont moins de compétences. Sur ce point, il est défendu par la droite au moment où la plupart des collectivités locales sont gouvernées par la gauche. C'est pas normal que les communes en même temps aient continué à augmenter leurs effectifs. C'est pas normal que sans transfert de compétences, les régions aient continué autant à augmenter leurs propres effectifs. Le député de l'Aisne veut mettre l'État au régime. Coutumier des rapports et des ouvrages sur le train de vie de l'État, il considère qu'il y a encore trop de ministres et qu'il faut avancer sur le non-cumul des mandats, mais il se montre très prudent dans ses conseils au gouvernement.
Et ce soir, le président de l'Association des maires de France, l'UMP Jacques Pélissard, demande que cessent, dit-il, les attaques infondées et démagogiques contre les collectivités locales. Jacques Pélissard défend les élus locaux qui ont, dit-il, engagé la maîtrise des effectifs. Impatience socialiste au sujet du vote des étrangers aux élections locales. C'était une promesse de François Hollande, d'ailleurs déjà votée par le Sénat de gauche avant la présidentielle. Mais un groupe de 75 députés signe dans Le Monde ce soir une tribune pour demander au chef de l'État de mettre en œuvre sans délai cette mesure. Bonsoir Michael Zamès. Bonsoir Michel. Alors est-ce un nouveau front qui s'ouvre pour le pouvoir exécutif qui a déjà maille à partir, on le sait, avec son aile gauche et écologiste? C'est vrai que ça y ressemble. En tout cas, en plein doute sur l'exécutif, avec des sondages en berne, voilà une tribune bien encombrante pour François Hollande. Déjà en prise avec son aile gauche sur les efforts demandés aux Français, avec les Verts sur le traité européen, le président n'avait pas besoin d'une nouvelle contrariété, surtout qu'elle vient de ses propres amis. Vous savez, il lui rappelle cette 50e proposition, le droit de vote des étrangers aux élections locales. Mais voilà, il n'y a rien dans le radar, déplore un député. Pas de proposition en vue, pas de référendum, alors que le chef de l'État cherche l'union nationale pour redresser le pays. Le dossier dérange et pour déminer le terrain, eh bien, on fait appel à Manuel Valls, l'aile droite du gouvernement de gauche, et le ministre de l'Intérieur qui dit « Est-ce une revendication forte de la société française ?» Réponse cinglante. Absolument pas, c'est un non. Réponse du ministre donc, et à l'Élysée, les conseillers l'ont bien compris, il y a là un risque de fracture réelle avec les Français entre la dernière campagne très à droite de Nicolas Sarkozy, le bon score de Marine Le Pen. Pas question de donner des bâtons à la droite pour se faire battre. Ces 75 députés devront pour l'instant se contenter de textes beaucoup plus consensuels, comme le mariage gay. Là, c'est vrai, il y a consensus et on peut même dire ils sont même tous sur la même longueur d'onde. Merci Michael. En tous les cas, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Alain Vidalies, affirme que l'engagement sera tenu même si le droit de vote des étrangers ne figure pas donc à l'ordre du jour de l'automne au Parlement, faute de temps. Pour Rachida Dati, Manuel Valls donne raison dans ce dossier à Nicolas Sarkozy en jugeant que le droit de vote des étrangers aux élections locales n'est pas une revendication forte. C'est ce qu'avait effectivement déclaré l'ancien président de la République durant la campagne présidentielle, on s'en souvient. Bonsoir Patrick Le Yarrick. On va prolonger votre week-end en quelque sorte ici avec la fête de l'humanité. Vous êtes le directeur du journal et puis vous êtes également député européen. Le droit de vote des étrangers peut-il attendre puisque ce n'est pas une préoccupation forte des Français comme le dit Manuel Valls? En tout cas, il faut que ce soit réalisé avant les prochaines consultations électorales, puisque c'était un engagement, il faut le tenir. Vous donnez quand même au pouvoir exécutif les 5 ans pour appliquer cette promesse. Ah, pas 5 ans, nous avons des élections dans 2 ans. Ah, vous dites aux prochaines élections locales. Bien sûr. D'accord, donc pour vous c'est le délai. Manuel Valls insiste en disant que ce vote n'est pas un élément puissant d'intégration. Est-ce que vous partagez sa vision? Si, eux comme nous avons dit qu'il était indispensable aujourd'hui de faire ce geste extrêmement important envers ces populations qui ont participé à la grandeur de la France, qui ont participé à l'économie de la France. Il faut qu'ils soient des citoyens à part entière. En tous les cas, les sénateurs communistes réclament ce soir un examen rapide de ce droit de vote des étrangers donc aux élections locales. On peut peut-être voir, Patrick Le Yarrick, dans cette demande de 75 députés PS que vous rejoignez, donc un prétexte peut-être pour manifester une forme d'impatience. Est-ce que vous l'êtes, vous, globalement, 4 mois après l'alternance? Oui, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, c'est indéniable, mais il y a depuis quelques jours une ambiance un peu curieuse où, là, comme vous venez de l'expliquer, on fait des rapports, on cherche à gratter dans les fonds de tiroir, on va ponctionner les retraités. Après, riches, oui, mais je vois que sur la contribution sociale généralisée, c'est tout le monde. Je vois que sur ceux qui payent des impôts, ce sera tout le monde. Et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas s'écarter de la demande des électrices et des électeurs qui s'est exprimée au printemps et tenir les engagements, même plus. Il faut résister aux pressions qui viennent aujourd'hui de la droite et des marchés financiers. Les pressions, c'est celle du budget. Vous reconnaissez la légitimité de rétablir les comptes publics? Bien sûr, mais il y a plusieurs manières de les rétablir. Soit qu'on
continue à ne pas demander à ceux qui ont beaucoup de participer à l'effort national, comme on dit, au partage national. Alors, vous avez tapé très fort là, dans votre discours à la fête de l'UMA sur les riches, les nantis, les privilégiés. Bien sûr. Vous pensez qu'on en est toujours là pour rétablir les comptes? Mais bien sûr, il y a des sommes considérables qui sont aujourd'hui prélevées sur l'économie dont on ne parle pas. 50 milliards de frais financiers ponctionnés sur l'État chaque année. C'est le deuxième budget de l'État. 303 milliards de frais financiers ponctionnés sur les entreprises qui en mettent un certain nombre aujourd'hui à genoux. Donc c'est de ce côté-là qu'il faut chercher, c'est cela qu'il faut rééquilibrer. Autre grand dossier sur lequel d'ailleurs le Premier ministre lui-même, c'est assez exceptionnel, s'exprimera mercredi matin devant la presse après le Conseil des ministres, donc le vote sur le traité européen. Est-ce qu'il peut encore vous convaincre de voter pour? Mais moi je suis resté sur une déclaration qu'il a faite au mois de février dernier sur son blog, où il a dit exactement que c'était un carcan d'austérité qui nous imposerait les mêmes remèdes qui étaient imposés à la Grèce. Mais j'en suis resté là. Depuis, François Hollande a œuvré, dit-on, positivement pour la croissance. Mais on ne peut pas dire d'un côté, j'ai fait un grand texte sur la croissance à Bruxelles, et puis dire ici, nous n'avons pas de croissance, donc il faut que vous regardiez, vous ouvriez vos porte-monnaies. Il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que sa proposition numéro 11, qu'il la tienne, et qu'ils disent oui, je n'ai pas pu renégocier le traité encore aujourd'hui, créons les conditions d'un rapport de force nouveau pour que je puisse aller au Conseil européen pour tenter de le renégocier. Et ceci passe... Mais ça n'est plus possible. Vous savez que le texte a déjà été ratifié par un certain nombre de pays. Par un certain nombre de pays. Donc ça n'est plus possible. Si, c'est encore possible. Il faut 12 pays. Le texte lui-même, c'est 12 pays. Dès lors et la France... Ce n'est pas rien, puisqu'on sait que ceci a été négocié ensemble par Mme Merkel et M. Sarkozy. Il y a une longue histoire derrière cela. Donc, il faut aujourd'hui, parce que ça affecte nos principes constitutionnels, il faut aujourd'hui que le peuple puisse s'exprimer et qu'il soit consulté par référendum. Pas de référendum. Hein. Le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y avait pas de transfert de souveraineté. Donc là, le dossier est tranché également. Là, de ce côté-là, Patrick Le Yarrick. Il a fait une petite astuce juridique. Parce que le traité, il va au-delà des traités de Maastricht et de Lisbonne en matière de réduction des déficits publics, puisqu'il demande 0,5% au lieu de 3%. Et secondement, on utilise un petit artifice qui dit, d'un côté dans le texte, dans l'article 3, qu'il faut des dispositions de préférence constitutionnelle. Et au bout du bout de la phrase, c'est très vague en disant ou de toute autre façon. Une question, Michael. C'est comme ça qu'on aboutit à la loi organique. Patrick Le Yarrick, on a l'impression que vous jouez sur cette idée du référendum pour essayer d'exister encore, le Parti communiste, où on se trouve. Oh, nous n'avons malheureusement pas besoin de cela pour exister. Heureusement, vous voulez dire. Quand il y a 16 millions de personnes qui terminent la fin de mois à 10 € près, quand il y a tant d'inégalités, vous savez, il n'y a pas besoin de ça. Le problème n'est pas notre existence. Le problème, c'est l'intérêt général et le fait que les gens vont voir, oui ou non, avec la gauche, majoritaire ici dans cette maison du Sénat, majoritaire à l'Assemblée nationale et avec un gouvernement écologiste et socialiste, respecte les engagements qu'il a pris. Pour vous, l'euro est-il irréversible? C'est peut-être irrésistible, je ne sais pas. Irréversible, oui, plutôt, je crois plutôt. Donc il faut accepter quand même des règles d'harmonisation budgétaire. Mais bien sûr, harmonisons les fiscalités. Et harmonisons la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail. Faisons des systèmes de protection sociale publique et non pas des retraites par capitalisation. Mettons en place un revenu minimum. Voilà des belles harmonisations. Il y a eu pas mal de bonnes nouvelles en Europe, dans la zone euro ces derniers jours. Le feu vert de l'Allemagne au mécanisme de soutien. C'est une catastrophe, mon cher ami. La décision de la BCE de voler au secours des pays endettés. Est-ce que la seule mauvaise nouvelle, c'est la division de la gauche en France? Non, le mieux, c'est que la gauche soit unie. Elle n'a pas à se diviser sur un texte qu'a coécrit M. Sarkozy avec Mme Merkel. Quant aux bonnes nouvelles dont vous parlez, il faut beaucoup relativiser. Parce que la Banque centrale, elle va prêter aux banques et ne prête pas aux États.
loin de là. Et quant à la décision allemande, c'est pour un mécanisme européen de stabilité qui ressemble au Fonds monétaire international. Vous avez bien fait de ne pas aller au gouvernement. Hein. Comment? Les communistes, vous avez bien fait de ne pas aller au gouvernement. Ce sont les raisons pour lesquelles nous n'y avons pas été. Voilà, votre cohérence que vous signez dans cet ouvrage, Patrick Le Yarrick, L'Europe des peuples nous appelle, donc aux éditions de l'Humanité. Donc vous êtes le directeur, je le rappelle. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Le film anti-musulman crée encore des tensions dans nombre de pays arabes aujourd'hui même. Des tensions qui ont gagné aujourd'hui l'Indonésie ou encore l'Afghanistan. Des marches anti-américaines se sont déroulées au Pakistan où ce soir l'accès à YouTube a été bloqué. Au Liban, le chef du Hezbollah, le mouvement islamiste Hassan Nasrallah, a fait une apparition en public devant des dizaines de milliers de partisans. Il avait lancé un appel quelques heures après le départ de Benoît XVI du Liban. Le pape, ce week-end, a interpellé les pays arabes et la communauté internationale contre toutes les violences, dont celle de la guerre. Bien sûr, il a appelé à la fraternité religieuse, alors que le sort des chrétiens d'Orient est toujours plus préoccupant. Nous en parlons avec nos invités, mais d'abord la présentation de ces difficultés au Moyen-Orient avec Simon Barbary. Au Liban, ce week-end, la venue du pape Benoît XVI a pris une tournure politique. Sur fond de violence anti-américaine, le message de paix du souverain pontife a braqué les projecteurs sur la situation des chrétiens dans la région. Il n'est pas rare de voir dans la même famille les deux religions. Si dans une même famille cela est possible, pourquoi cela ne serait-il pas possible au niveau de l'ensemble de la société? On compte environ 18 millions de chrétiens au Proche-Orient, mais difficile d'avoir une vue d'ensemble de leur situation car ces communautés parlent peu de peur des représailles. En Syrie, les quelques milliers de chrétiens tentent de rester à l'écart de la guerre civile qui s'étend depuis maintenant 18 mois, car prendre position pour le régime de Bachar al-Assad les exposerait aux représailles de l'ASL, l'armée syrienne libre. Au Liban tout proche, c'est pourtant bien les chrétiens qui étaient visés cette semaine par les salafistes. Vendredi, une manifestation contre la visite du Saint-Père a dégénéré, bilan 1 mort chez les manifestants et des dizaines de blessés. C'est en Égypte que les chrétiens sont les plus nombreux. On compte entre 8 et 10 millions de coptes, soit 10% de la population. Les plus nombreux, mais aussi les plus menacés. L'arrivée au pouvoir des frères musulmans en juin dernier pourrait raviver des tensions et accentuer les discriminations. La communauté copte avait déjà été durement touchée au début de l'année 2011. Un attentat lié au réseau Al-Qaïda devant une église avait fait une vingtaine de victimes. Avec nous, donc, Adrien Goutéron, bonsoir. Bonsoir. Sénateur honoraire, qui est allé à la rencontre des communautés chrétiennes. Et vous racontez vos voyages dans ce rapport, très éclairant sur le sort et les inquiétudes, évidemment, dans un grand nombre de communautés. Avec nous également Jean-Pierre Denis, rédacteur en chef de La Vie, hebdomadaire qui est engagé, on le sait, derrière ces communautés, bien sûr. Oui. Vous avez d'ailleurs lancé plusieurs appels, une pétition de soutien. Avec nous également Georges El Chouefati, qui est chrétien, maronite, libanais. Vous avez suivi de très près, bien sûr, la visite du pape au Liban. Vous en avez été heureux? Bien sûr, non pas seulement en tant que chrétien, mais en tant qu'oriental, qu'arabe, tout simplement. Adrien Goutéron, où vous a mené votre enquête? Elle m'a mené dans plusieurs pays. Je voudrais dire, puis-je dire d'abord pendant combien de temps elle a duré, n'est-ce pas? Puisque c'est une mission du Premier ministre, à l'initiative, il faut le dire, de l'ancien président de la République. Elle m'a mené du mois de juin 2011 au mois de février 2012. Elle devait durer 6 mois, elle a été prolongée par François Fillon, le temps de me permettre d'aller dans d'autres pays. Alors où suis-je allé? Eh bien, je suis allé bien sûr d'abord en Irak, parce que la situation m'a paru suffisamment dramatique pour que je donne une priorité à l'Irak. Je suis allé en Égypte, je suis allé en Turquie, je suis allé en Jordanie, je suis allé en Israël et bien sûr au Liban. Alors, déjà, on le sait, mais vous le rappelez, que ces communautés sont très éclatées. Elles sont historiquement éclatées, on le sait, et c'est peut-être une difficulté d'ailleurs pour elles, une difficulté pour qu'elles parlent de la même voix. J'ai observé d'ailleurs que dans ses propos, le pape avait insisté aussi sur l'œcuménisme. Et je crois que c'est extrêmement important. Il faut que les chrétiens parlent de la même voix. Quelles sont les communautés ne facilitent pas les choses, les plus menacées à vos yeux aujourd'hui? Les communautés les plus menacées... Et par qui? Par quoi? Pardon? Et par qui? Par quoi? Les communautés les plus menacées, vous savez, ce sont tous les chrétiens qui sont menacés dans ces pays-là. Et j'ai parlé de l'Irak.
la situation en Irak reste dramatique. Malheureusement, on en parle beaucoup moins. On a beaucoup parlé de l'attentat de Notre-Dame-du-Salut, l'église Notre-Dame-du-Salut, c'était fin octobre 2010, si ma mémoire est bonne. Et maintenant, on en parle beaucoup moins de l'Irak. De temps en temps, on nous annonce 50 morts, 30 morts, 40 morts, et puis on l'oublie complètement. Mais c'est une situation dramatique. Ça ne touche pas que les chrétiens, d'ailleurs. Hein. La situation de l'Irak est dramatique pour des raisons qui ne concernent pas que les chrétiens. Mais les chrétiens sont dans ce pays minoritaire, évidemment, et ils sont particulièrement menacés. Alors, il y a la situation de la Syrie, bien sûr, où là, vous n'avez pas pu aller en raison des événements. J'ai demandé au précédent gouvernement et je n'ai pas été autorisé à y aller. Je me suis borné à rencontrer l'ambassadeur de l'époque, l'ambassadeur de Syrie en France à l'époque. Je n'ai pas pu me rendre en Syrie, je le regrette beaucoup. Et si j'avais la possibilité, si on me donnait la possibilité d'y aller, je la saisirais immédiatement. Alors il y a des questions très dérangeantes, puisqu'on peut même se demander si à terme, je ne sais pas, quelle échéance on pourrait fixer, si ces communautés chrétiennes d'Orient ne vont pas disparaître un jour. Jean-Pierre Denis, qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut évidemment poser la question. Alors, il ne faut pas la poser pour tous les pays. Je pense qu'en Égypte, il y aura toujours des Coptes. Mais en Irak, au train où vont les choses, en particulier en Irak, je dirais au Kurdistan, il reste encore des communautés chrétiennes assez fortes, mais au train où vont les choses, on peut se poser la question. Il y avait peut-être 1 300 000, 1,5 million de chrétiens en Irak il y a 20 ans, parce que ça n'a pas commencé avec la chute de Saddam Hussein, ça date de plus longtemps. Il y en a peut-être 300 000, 400 000, 500 000 si on veut être optimiste. Et Adrien Goutéron, d'ailleurs, vous faites le parallèle avec les Juifs qui ont disparu des pays arabes. Oui, effectivement, je fais ce parallèle un peu osé, mais enfin, la situation est réellement dramatique. Dans les propos du pape, j'ai relevé une expression qui me paraît très forte et excellente. Il parle du miel amer de l'émigration. Et je crois le miel amer de l'émigration. Je pense réellement que c'est un message très fort. Parce qu'effectivement, il y a des raisons économiques à l'émigration, il y a les raisons sécuritaires, évidemment, il y a l'attrait des pays plus riches, mais... il y a aussi le renoncement. Disons plutôt le découragement. Le découragement. Et puis, ce n'est pas un problème, je dirais, pour les chrétiens, le fait que les chrétiens s'en aillent. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Le pape Parce l'a que dit, si les chrétiens s'en vont... C'était important pour toutes les religions. Si les chrétiens s'en vont après tout, ils seront peut-être chrétiens ailleurs, en Occident, en Europe, aux États-Unis. En revanche, c'est un drame pour les pays concernés. Et c'est un drame pour l'avenir même des sociétés arabes, et notamment la question du pluralisme. Sans pluralisme, il n'y a pas de démocratie possible. Et donc, il n'y a pas d'avenir possible pour ces sociétés. Donc, quand on alerte sur la situation des chrétiens, on ne cherche pas, en tout cas moi, pour ma part, je ne cherche pas à défendre des communautés, des frères, des gens qui me ressemblent. Je cherche à défendre la diversité, ce que le pape appelle d'ailleurs plus que la tolérance. Hein. La véritable liberté religieuse, c'est plus que la tolérance, c'est-à-dire c'est la vitalité même de ces sociétés qui est menacée. La coexistence. Oui, la coexistence. Alors coexistence, c'est encore peut-être un terme encore un petit peu faible, parce que coexistence, on peut être posés les uns à côté des autres. Non, là c'est vraiment l'appel qui a été fait aux jeunes, en particulier quand le pape a remarqué qu'il y avait des jeunes musulmans qui étaient venus le voir. C'est un appel à travailler ensemble, pas seulement pour des bonnes paroles, pour dire nous sommes tous frères, mais travailler ensemble au pluralisme de cette société. Alors. Bon, Georges El Chouefati, parlez-nous de votre pays et de votre pratique religieuse dans votre pays. Au fait, mon pays, c'est un magnifique pays. Monsieur Goutéron peut en témoigner. Dans notre région, principalement, il y a 11 communautés chrétiennes, 6 rattachées à Rome, 5 non. Au Liban, la communauté prédominante, c'est le patriarcat maronite, c'est l'église maronite, sachant que dans cette région, les chrétiens ont bien existé bien avant les musulmans. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une sorte de nettoyage ethnique, de génocide non déclaré pour vider cette région de toute présence chrétienne. Il faut l'admettre aujourd'hui. Dû à quoi? C'est un projet qui date depuis une 50aine d'années. Aujourd'hui, on essaie concrètement de vider cette région de toute présence chrétienne. Il faut l'admettre. Qui est responsable de cela? Principalement, ce sont les fondamentalistes que le pape a soulevés lors de son voyage. Et bien avant lui, même Jean-Paul II, en 97, l'avait souligné. Quelle est la solution des chrétiens dans ces cas-là? Aujourd'hui, au fait, la solution ne viendra pas seulement des chrétiens, elle viendra aussi des musulmans qui habitent cette région. Il faut que les musulmans acceptent la présence des chrétiens, parce qu'après tout, Jacques Chirac l'avait dit en 2006, si ma mémoire est bonne, les chrétiens sont un pont entre l'Occident et l'Orient. Alors, dans ce contexte,
comment est-ce que vous recevez ce film américain sur l'innocence de l'islam et puis les réactions en chaîne qu'il provoque? Je le condamne parce que c'est une attaque directe à un homme religieux. Mais ça ne va pas arranger la situation. Certainement pas. C'est pour ça qu'il faut suivre les sous-intentions qu'il y a derrière ce film et le timing où est sorti ce film. Pas, à mon avis, c'est pas par hasard que ce film est sorti à ce moment-là. Alors on a parlé d'une origine copte. Hein. On ne sait pas très bien. Après, on a démenti cette origine et on a parlé d'autres origines. Ouais. Donc, il faut qu'on établisse vraiment d'où sort ce film et quelles sont les intentions derrière ce film. Mais je le condamne, que ce soit contre l'islam, contre les chrétiens ou contre les judaïsmes. Je voudrais dire que j'ai apprécié dans un journal du matin, je ne vais pas en donner le titre, l'éditorial qui dénonce justement cette espèce de collusion entre les fondamentalistes de tous bords, les extrémistes musulmans et les extrémistes de l'autre bord. Ils s'entendent comme larrons en foire, dit-on dans cet éditorial. Je crois que c'est profondément vrai et que nous devons lutter contre cela. C'est absolument indispensable. Puis-je rebondir sur ce qu'a dit M. Jean-Pierre Denis tout à l'heure? Je voudrais moi aussi dire que ces pays du Moyen-Orient ne seraient plus eux-mêmes s'il n'y avait pas les chrétiens. Que serait le Liban sans les chrétiens? Que serait même l'Irak sans les chrétiens? Il est évident que c'est la nature même de ces pays qui est en cause et leur rôle dans le monde qui est en cause. Il faut donc que les chrétiens restent sur place et il faut qu'on les aide à rester sur place. Est-ce que les chrétiens pâtissent aujourd'hui du printemps arabe? Je crois que c'est très difficile pour eux de se situer et c'est très naïf de notre part d'avoir pensé que le printemps arabe c'était juste un progrès pour les pays de la région. C'est aussi une source de complications pour les chrétiens. On peut comprendre pourquoi ils sont pris entre l'enclume et le marteau. D'un côté... Alors là, je vais vous sortir une citation de Marine Le Pen, qui est politiquement incorrecte, mais enfin, c'est un peu ce que vous dites avec vos termes, qui sont différents. La présidente du Front National... Si, je vous l'assure, ne doutez pas. Et la présidente du Front National déclare qu'il vaut mieux une dictature laïque qu'une dictature religieuse. Oui, bon, ça c'est juste stupide. Il vaut mieux de la démocratie. On a besoin de démocratie, mais on a besoin d'une véritable démocratie pour ces régions. Et il ne suffit pas de croire que parce qu'on fait tomber un dictateur, on établit une démocratie. C'est ça la naïveté de l'Occident. C'est pas de dire ces pays vivent dans une dictature et c'est très bien pour eux. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, il y a des formes. Enfin, au Liban, il y a une vie démocratique. Donc, ne tombons pas dans ces stupidités. Ce qui est important, c'est de dire que le printemps arabe, ce n'est pas simple à vivre pour les chrétiens parce qu'ils ont l'habitude. Regardez ce qui s'est passé en Irak. On a fait tomber un dictateur. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait après. D'accord. Un mot pour conclure. Parce que le temps effectivement, je pense que vient de dire M. Denis, effectivement, le printemps arabe est loin d'être facile pour les chrétiens, sauf que, j'ai pas envie de reprendre les termes de Mme Le Pen, loin de là, sauf qu'il faut comprendre qu'en Orient, on émancipe une communauté, tandis qu'en Occident, on émancipe une personne. Et c'est ça, si aujourd'hui Mme Le Pen, d'après mes mots, trouve que le moindre mal reste un dictateur, certes, mais dans l'absolu, tant qu'on nous met le choix, nous, chrétiens d'Orient, entre le A, l'extrémisme musulman, le B, le dictateur, inconsciemment, involontairement, on opte pour le dictateur. Vous attendez des suites politiques à votre rapport, des nouvelles mesures de l'Europe, de la France? J'aurais aimé qu'il y en eût. Je voudrais dire, très brièvement, si vous le permettez, que je souhaite que l'opinion française soit sensible à ces problèmes-là. Je suis heureux que dans la presse, on recommence à en parler. Et je voudrais que le nouveau gouvernement, le nouveau pouvoir, soit sensible à ce sujet-là. L'ancien président de la République l'était. Je souhaite que le nouveau le soit. Et la majorité, l'immense majorité des téléspectateurs qui ont répondu à la question du Nouvelobs.com, aujourd'hui, le partenaire du 19h, se disent très inquiets pour l'avenir des chrétiens d'Orient. C'est nouveau qu'on s'intéresse à eux et c'est bien. Ouais. Merci. Merci à tous. Pas de journal de 19h demain en raison de la diffusion sur Public Sénat des journées parlementaires des écologistes et du Front de Gauche. Mais je vous retrouverai à 22h45 pour Preuve par 3 et notre invité sera M. Cazeneuve, le ministre délégué aux Affaires européennes. À 22h, Sonia Mabrouk. Bonsoir. Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Paulette, la bégayeuse au gros nez juif. Vous. C'est pas exactement ma phrase. J'écris mieux que ça, moi. Oui. Et qui va très vite de se débarrasser de son premier. Mais est-ce qu'à un moment, vous pouvez arrêter d'être agaçant? Répondez, discutons tranquillement. Je vais vous répondre différemment. Et presque sincèrement.
Et moi, il y a quelque chose qui me frappe depuis le début de cette émission, c'est qu'il se marre tout le temps. Vous exprimez la joie de vivre. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi ça? Le problème, c'est que j'étais comme ça avant. Jean-Pierre Elkabbach ouvre le débat à travers les livres dans Bibliothèque Médicis. Mardi à 14h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.